Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Alors, il paraît que la sauce bolognaise ne vient pas de Bologne. On va vous expliquer ça dans l'épisode 126. Mademoiselle, madame, monsieur, bonne année 2020. Tous nos meilleurs vœux gourmands de la part de Marc, Guy. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de DH Radio qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse enregistrer au moins dans un environnement intéressant où je peux regarder Guy dans les yeux. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par Alexandre qui est toujours là, c'est lui qui nous a offert la porte et qui nous donne ses bons conseils pour qu'on s'améliore un petit peu. Bonjour Alexandre. Mais bonjour Marc, bonjour Guy. Oui, je colle, je me suis bien plu, donc je reste. Voilà, il s'incruste un petit peu parce qu'il avait une question justement et c'est pour ça qu'on enregistre cet épisode. Et Guy est toujours là, toujours aussi captivant. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à chacune d'entre vous. Mais Guy se lance dans la technologie avec son appareil photo. Ah oui, je filme en même temps. Comme on a l'impression que tous les gadgets sont à la portée de sa main. Oui, voilà. Et donc, Alexandre, tu avais vu ce livre dont tu avais envie de poser la question à Guy. Oui, en fait, bonjour à tous, on s'est retrouvés tout à l'heure pour manger un petit bout avant d'enregistrer le podcast. Et je parlais d'un livre que j'avais vu dans une vitrine, mais que je n'ai pas eu l'occasion de feuilleter, dont le titre était « Les spaghettis bolognaises n'existent pas ». Et je me suis demandé si c'était une boutade ou pas, on en a parlé. Et puis, Guy a dit que ce serait un excellent thème pour un prochain podcast, et donc on a profité du fait qu'on était ensemble pour rebondir et en parler. Alors Guy, est-ce que les spaghettis bolognaises existent ? Ah ben non, ils n'existent pas. En tout cas, si on n'y réfléchit pas, donc il ne faut pas grossir. Alors, bon, ils n'existent pas, donc ils ne font pas grossir. Non, alors c'est une petite boutade. En fait, le spaghetti bolognaise, c'est une invention d'Europe, je dirais, septentrionale, donc la France, la Belgique et voire d'autres pays. Alors, pourquoi est-ce que les spaghettis bolognaises n'existent pas ? Eh bien, parce que vous n'en trouverez pas si vous allez à Bologne, pour plusieurs raisons. Maintenant, je vais dire à Alexandre que moi, ce livre, j'ai été également interpellé. Ça fait partie de mes prochains achats, ça c'est sûr. Mais d'autre part, j'ai réalisé il y a quelques semaines une sauce bolognaise qui m'a époustouflé. Alors, une sauce bolognaise, je vous donnerai la recette évidemment si vous attendez jusqu'au bout de notre épisode, mais bon, ça va commencer avant la fin, rassurez-vous. Je réponds d'abord à la première question. Pourquoi est-ce que les spaghettis bolognaises n'existent pas ? Alors, si vous vous rendez à Bologne, qui est, disons, en gros dans le quart nord de l'Italie, qui est une terre réputée, qui est sans doute la région la plus fertile d'Italie, parce que nous sommes dans la vallée du Pô d'une part, parce que d'autre part, il y a plein de produits intéressants à proximité, entre autres le jambon de Parme, chacun le sait. On réalise une sauce qui s'appelle la sauce al ragout. Alors, la sauce al ragout, qu'est-ce que c'est ? C'est une sauce qui est réalisée à partir de viande effilochée qu'on a fait longuement cuire dans des fonds, dans du bouillon, et qu'on sert avec des pâtes. Maintenant, le spaghetti en tant que pâte, c'est une pâte de l'Italie méridionale. Donc, c'est une pâte de la région de Naples en principe. Donc, vous avez une sauce, je dirais, de viande tomatée qui se trouve au nord et vous avez une pâte de spaghetti qui se trouve au sud. Et alors, les régions italiennes sont quand même très fortement attachées à leur patrimoine et c'est qu'on consomme local, beaucoup plus local que chez nous. Donc, on ne va pas manger des spaghettis dans le nord de l'Italie, sauf exception, puisqu'on a d'autres pâtes et que d'autre part, les pâtes qui sont réalisées dans le nord et dans le sud de l'Italie ne sont pas les mêmes. Ah bon ? En effet, vous avez des pâtes qui sont réalisées soit avec des œufs, soit avec de l'eau et un peu d'huile. Alors, les pâtes qui sont des pâtes au blé dur, le blé dur étant une variété de blé qui est cultivée dans le sud, sont beaucoup plus riches en gluten, donc en protéines. Les pâtes au blé tendre sont cultivées dans le nord. Enfin, le blé des pâtes au blé tendre est cultivé dans le nord. Et là, on ajoute des œufs. Parce le fait d'ajouter des œufs, il n'y a pas assez de gluten en tout cas. On renforce la teneur en gluten des pâtes en ajoutant des œufs. Donc le blanc de l'œuf, c'est de l'albumine, ce sont des protéines. Et c'est ainsi qu'il y a des pâtes, je dirais, qui sont plutôt propres au nord et des pâtes qui sont plutôt propres au sud de l'Italie. Alors ici, on associe en fait des pâtes du sud de l'Italie avec une recette, je dirais, d'accompagnement de sauce qui vient du nord. Pour un Italien, c'est sacrilège. On va plutôt faire du spaghetti avec un peu d'ail, avec un peu d'anchois, avec un peu de capre, avec éventuellement un filet d'huile, un petit peu de tomates séchées. Mais on ne va pas faire des spaghettis avec une sauce riche. On ne va par exemple pas faire des spaghettis carbonara. Pourquoi ? Parce que la crème
quoique les Italiens n'en mettent pas officiellement, mais Ouais, ça, c'est normalement, une bonne une sauce crémée, parce que bon, ça, il y en existe quand même, une sauce crémée ne va pas accompagner des pâtes dans le nord qui viendraient du sud, voilà. C'est comme si on faisait une bouillabaisse avec des fricandelles. Ben voilà, exactement. Ou alors si on faisait un waterzooi avec du rouget, voilà, Oui. ça n'a pas de sens. Non. Voilà. Expliquez un petit peu à vos auditeurs français et canadiens ce qu'est une fricadelle. Ceux qui ont vu le film Bienvenue chez les Ch'tis savent ce que c'est qu'une fricandelle. Hein. Et justement, le problème de la fricandelle, c'est qu'on ne sait pas expliquer ce que c'est parce que nul ne sait ce qui se trouve à l'intérieur. Une sorte de long bâton C'est qui une fait sorte- 20 cm Ouais, de long et 4 de diamètre. On achète ça à la baraque à frites dans le Nord et en Belgique. Oui. Voilà. Et puis ça, alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça ressemble à de la viande, mais c'est probablement pas de la viande. Le seul problème, c'est que ça a un goût relativement agréable parce que tout le monde en achète ou presque. Oh, mais c'est bon, oui. C'est bon, oui, c'est bon. Bon, maintenant, par prudence, je n'en ai acheté qu'une fois pour me faire une opinion. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça contient. Alors, les mauvaises langues vont vous dire que ça contient des animaux dont le sort, au niveau de la nourriture, n'était pas celui Oui. qui était prévu. Mais Oui, bon, voilà. bon, Ça, ce c'était sont juste pour faire vraiment une les très comparaison mauvaises de- langues. Les très mauvaises langues qui disent ça. C'était juste pour faire une comparaison similaire. On utilise un ingrédient du Nord et du Sud. Mélangés ensemble, ça n'a pas de sens. Non, par contre, la fricandelle est appréciée aussi bien au nord qu'au sud du pays. Oui, hein. oui. Là, il n'y a pas de problème. Et donc, revenons à la bolognaise. Oui, alors revenons à la bolognaise. Pour le moment, nous avons comme ça le réchauffement climatique, les véganes, on en a déjà discuté longuement. Et je me suis posé la question de savoir, mais est-ce qu'il serait possible de réaliser une sauce bolognaise au sens, je dirais, nord-européen du terme, en mettant nettement moins de viande? Et j'ai relevé le défi au point de m'étonner moi-même de la qualité de la sauce en question, et c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler. Donc, si on revient à la sauce bolognaise, Guy, si la sauce bolognaise ne vient pas de Bologne, elle vient d'où? Alors, la sauce bolognaise telle que nous la consommons, je dirais en Belgique et en France, elle vient de Belgique et de France. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée chez nous? Je rappelle quand même, ça va faire évidemment bondir nos auditeurs d'origine italienne, parce que quand j'en parle à des collègues de cette origine, ils me prennent pour un fou. Quand j'étais enfant, on mangeait des macaronis. On ne mangeait pas des spaghettis, on mangeait des macaronis coupés, avec devinez quoi? Avec du beurre et de la cassonade. Alors, quand on explique c'était ça, bon, et ça. c'était très bon, surtout quand la cassonade reste encore un tout petit peu non fondue. C'est génial. Bon, on faisait également de la crème pudding dans laquelle on mettait des macaronis. Ah oui. Ah oui. On faisait la crème plus légère, moins liée, et on mettait des macaronis qui cuisaient, bien sûr, au préalable dans le lait. On les rajoutait à la fin, une fois qu'on avait lié. Et on avait un dessert relativement riche, relativement roboratif. Donc, quand la population immigrée italienne qui est venue travailler dans nos usines et dans nos charbonnages est arrivée, ils ont ouvert des magasins de spécialité italienne, dans lesquels on a trouvé évidemment toute une série de pâtes. Et puis, de bouche à oreille et en les fréquentant, on s'est rendu compte qu'ils cuisinaient ça non pas comme nous avec du sucre et du beurre, mais avec de la sauce tomatée, avec des sauces de viande. Comme on n'avait pas, nous, les connaissances de la véritable sauce al ragoût qu'on prépare d'ailleurs toujours à Bologne et qui nécessite de cuire des viandes pendant de très longues heures dans du bouillon, pour pouvoir après les effilocher, on a travaillé avec de la viande hachée, dans laquelle on a ajouté de la tomate. Alors, les premières sauces bolognaises qu'on a réalisées, je me rappelle la première que j'ai mangée, j'étais pas très heureux parce que c'était pas bon. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la viande hachée, on la faisait un petit peu rissoler, quand on la faisait rissoler, pas toujours d'ailleurs, et puis on ajoutait des tomates pelées, on faisait mijoter ça pendant 20 minutes, et on mettait ça sur des spaghettis, autant vous dire que c'était immangeable, hein. Déjà parce que les tomates pelées, ça doit cuire très très longtemps avant d'être adouci, et que si vous ne faites pas rissoler votre viande correctement au départ, elle n'a pas de goût. Donc vous avez beau rajouter du sel, du poivre, c'était immangeable. Évidemment, depuis on a fait des progrès, et je vais donc vous en faire part. Et donc, la viande, qu'est-ce qu'il faut prendre comme viande? Alors, personnellement, moi j'utilise un mélange de haché porc-bœuf. La seule chose, c'est que le haché porc-bœuf contient, je vais dire, généralement à peu près 80% de porc pour 20% de bœuf. Donc, si je prends 1 kilo de haché porc-bœuf, je reprends sur le côté 500 grammes de viande maigre de bœuf, de style viande à fil américain, donc viande hachée pur bœuf, qui ne contient quasiment pas de matière grasse. Pourquoi? Parce que il faut de la matière grasse dans une viande pour un spaghetti, c'est ce qui va donner le moelleux. Mais par contre, il y en a déjà énormément puisqu'on utilise de la viande de porc. Alors vous pensez bien que lorsqu'on fait de la viande hachée dans laquelle le porc intervient pour 80%, on ne prend pas des morceaux maigres, on ne prend pas de la côtelette ou bien du rôti. On prend des morceaux du genre entrelardé qu'on va moudre. Donc il y a bien sûr de la viande de porc, mais qui est relativement grasse. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter de la graisse. Donc on prend à ce moment-là du bœuf maigre pour compenser.
de sorte qu'on va augmenter la teneur du mélange du total en bœuf. On va se rapprocher des 50-50 à ce moment-là, et on va garder un taux de graisse, je dirais, relativement moyen, sans en surrajouter avec de la viande de bœuf qu'on mettrait si elle était grasse. Donc je prends à peu près 1 kilo de viande porc-bœuf en mélange, et puis je prends à côté de ça 500 grammes de viande pure bœuf, mais maigre. Donc ça, c'est le ratio que j'utilise. Et mais si je prenais que du bœuf? Alors, si tu prenais que du bœuf, tu n'aurais pas un mauvais résultat, si ce n'est que ta bolognaise serait sèche. Ah. Elle manquerait de moelleux parce que la viande de bœuf est une viande qui est plus sèche, sauf si tu prenais une viande de bœuf qui est grasse à ce moment-là. Ok. Donc ça explique pourquoi maintenant, je me demandais toujours pourquoi il y avait différents types de gradations dans le pourcentage de gras dans les viandes hachées. Mais ce qu'il faut, c'est obtenir un bon équilibre entre les deux viandes d'une part et entre la quantité totale de gras. Si on ne met pas assez de gras, on a une sauce dont la viande va être sèche. Et s'il y a trop de gras, on va avoir une sauce qui va être huileuse parce que le gras à la cuisson va se relâcher dans la sauce. Oui. Donc il faut rester dans un bon équilibre entre les deux, et ce que je viens d'expliquer permet de rester dans cet équilibre. Ok, parce que je vois il y a des viandes hachées de bœuf qui ont 20 ou 25% de gras, Oui. et d'autres qui ont 5% de gras. Mais voilà, il faut prendre les plus maigres, puis on les rajoute à un mélange qui est préexistant, où le porc est dominant, et le porc c'est une viande grasse. Ok. Et on a volontairement mis du gras dans le haché, parce qu'évidemment, on fait baisser son prix de revient à l'avant. Enfin, on fait augmenter le bénéfice, puisque le prix de revient est plus faible. Et la matière grasse pour la cuisson, c'est un filet d'huile d'olive. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Bon, le filet d'huile d'olive, bien sûr, parce qu'on ne part pas à sec, ou bien alors le beurre. Mais enfin bon, si on veut respecter plutôt la tendance méridionale, on va plutôt dire qu'on va mettre de l'huile d'olive, qui n'est certainement, bien sûr, pas mauvaise pour la santé. Hein. Okay. Alors, je voulais vous parler d'un nouveau produit, tiens, puisqu'on y est. On vient de sortir une huile aussi bien pour la cuisson. Enfin, il y a deux variétés. Il y a une huile pour la cuisson et il y a une huile pour la consommation accrue. J'en ai acheté pour la tester. Et ce sont des mélanges d'huiles qui contiennent jusqu'à 5 ou 6 huiles différentes, dont de l'huile d'olive et d'autres huiles. Et ça me paraît assez intéressant parce qu'on respecte de plus en plus les taux d'acides gras intéressants pour l'alimentation humaine, ce que par exemple l'huile d'olive n'amène pas à elle seule. Donc on combine des huiles d'olive, de colza, de tournesol, de pépins de raisin et autres. Et je rappelle que l'huile de pépins de raisin est une des meilleures huiles pour la cuisson par ailleurs. Ok. Donc ta sauce bolognaise, tu me dis qu'elle est née en France, en Belgique? Ben, elle est née en tout cas, je dirais, ni plus en France qu'en Belgique. Disons qu'elle est née progressivement et certainement à des endroits différents. Au niveau de la population qui n'était pas d'origine italienne et qui a voulu faire une sauce qui ressemblait à celle que les Italiens mangeaient. Okay. Voilà. Donc c'est après la guerre quand les C'est après Italiens la guerre, mais immigré. il y a déjà eu une première vague d'immigration italienne avant la guerre, mais c'est essentiellement après la guerre, effectivement, dans le cadre des accords charbon, acier, etc., entre différents pays. Quand les populations françaises et belges ont davantage eu des répulsions à descendre dans la mine, qu'on a fait venir de la population qui n'avait pas beaucoup de travail dans son pays, et on a comme ça accueilli d'abord des Italiens, puis il y a eu des Espagnols, il y a eu des Portugais, et puis après il y a eu la population, des Turcs, je dirais, des Turcs et marocaines qui est arrivée pour travailler dans les mines, effectivement. Et donc, la sauce bolognaise que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, je vous propose de la faire de la manière suivante. Alors, qu'est-ce que contient normalement une bonne sauce bolognaise? Elle contient de la viande, bien entendu. Et puis, on y met un peu de carottes, un peu d'oignon, un peu de céleri. Alors ici, on va vraiment forcer la dose. Imaginons que vous ayez 1,5 kg de viande. Et je vous conseille, c'est de faire des grandes quantités. Pourquoi? Parce que c'est une sauce qui se congèle très facilement. C'est une sauce qui peut être utilisée de nombreuses manières. Pas seulement comme sauce d'accompagnement du spaghetti, mais vous pouvez également réaliser par exemple des lasagnes. Je vous donnerai un petit truc après pour les lasagnes. Donc c'est une sauce qui se congèle facilement. Et alors tant qu'à faire, je dirais, du travail, mais autant le faire pour une grande quantité et faire à ce moment-là pour 4, 5 ou 6 repas différents. Hein, vous mettez une fois votre sauce réalisée, vous la mettez dans un Tupperware, au frigo ou au congélateur, et il n'y a pas de problème, vous l'avez à disposition. Alors, imaginons que vous ayez, par exemple, 1,5 kg de viande, eh bien, vous devez avoir l'équivalent d'1,5 kg de légumes. Alors, moi, je l'ai fait sans céleri, parce que je n'en avais pas sous la main, tout simplement. Mais sinon, pour 1,5 kg de légumes, de viande, je mettrais 200 g de céleri. Comme ça, en n'en mettant pas trop, parce que le céleri est âcre, hein, en n'en mettant pas trop, vous avez une sauce qui va être très agréable, très douce, et je dirais très agréable à consommer pour les enfants, surtout. Et les enfants n'aiment pas les choses âcres. Et puis, pour le reste du poids, c'est-à-dire à peu près 1300 grammes, 1300, 1400 grammes,
vous mettez de la carotte et vous mettez de l'oignon, un rien plus de carotte, et la carotte qui est un légume sucré, comme l'oignon d'ailleurs, va fameusement adoucir votre sauce. Alors, l'importance de la taille, aussi bien de la viande que des légumes, est grande. Il faut une taille avec une grille moyenne pour la viande, mais généralement, la viande qu'on trouve en boucherie est prévue comme ça, donc ni trop fine ni trop grosse. Mais surtout, les légumes, vous les taillez vous-même, vous les taillez au couteau. Les légumes, vous les taillez vous-même au couteau. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une taille beaucoup plus belle et beaucoup plus régulière. Le but, c'est de faire une fine brunoise. Alors, une brunoise, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de tout petits dés. Donc, vous prenez un couteau à lame fine, particulièrement affûté. Vos oignons, vous les coupez en deux. Vous les incisez dans les 3 dimensions et puis transversalement, donc vous aurez des petits dés. Et vous faites la même chose pour les carottes. Vous coupez des petits tondelets d'à peu près 5 cm de hauteur, vous coupez des tranches dans la verticalité, et puis vous faites une julienne, et ensuite vous taillez transversalement, vous avez des petits dés. Alors pourquoi est-ce que c'est important, et ne pas tout simplement mettre carottes et oignons dans un hachoir mécanique, électrique, et puis faire tourner le tout ? Mais parce que comme ça, vous aurez de la mâche. Alors qu'est-ce qui se passe quand on déguste, quand on mange une sauce ? C'est que la mâche qu'on va avoir en bouche va vous donner l'impression, grâce aux légumes taillés comme ça, que vous avez plus de viande. Tandis que si vous aviez moulu trop fin et fait une espèce de purée, vous n'auriez pas senti cette mâche en bouche, ce grain en bouche, et vous aurez tout de suite une impression qu'il y avait très peu de viande. Donc ici, le but, c'est de consommer à peu près 50-60 grammes de viande par personne, et non pas 150 grammes comme la tradition le veut. Parce que vous allez remplacer la viande par des légumes. Donc vous avez taillé vos légumes, vous avez votre viande. Maintenant, vous allez commencer la sauce. Donc, dis-moi, tu as donné les ingrédients carottes, oignons, céleri, mais il ne faut pas de tomates ? Ah si, mais ça, je vais l'ajouter après. Oui, mais je dois quand même aller l'acheter en même temps que mes carottes et mes oignons. Alors, ici, ça enregistre ou pas ? Oui. Ah, bon, voilà. Donc, vous allez après effectuer le mouillement. Moi, je pensais vous expliquer ça au moment du mouillement. Donc, vous avez besoin également de tomates cerises. Alors, pourquoi des tomates cerises ? Parce qu'elles sont particulièrement douces. Et vous avez besoin également de coulis de tomates cuisinées. Alors, je rappelle toujours, chaque fois que je fais une émission, que le meilleur coulis de tomates que je connais, c'est un coulis de tomates cuisinées à l'ail et qu'on trouve dans la marque de chez Deleuze. Ça ne coûte pas cher, mais c'est le meilleur que j'ai rencontré. C'est bien rouge, ça n'a pas d'acidité, c'est bien cuisiné. Vous ne devez quasiment pas faire réduire pour le plaisir de réduire. Vous l'utilisez tel quel, et que vous réduisiez peu ou beaucoup, ça ne changera rien, ce sera toujours aussi bon. Bon, la marque de lait, c'est un supermarché en Belgique. C'est un supermarché en Belgique. Maintenant, pour ceux qui n'habitent pas la Belgique ou qui n'ont pas l'occasion d'acheter ce genre de produits dans ce genre de magasin, vous essayez de trouver un coulis de tomates cuisinées le plus rouge possible et vous bannissez absolument les tomates cubetti et les tomates pelées. Pourquoi ? Parce que c'est acide et que ça doit cuire pendant 3 heures si on veut que ça soit agréable. Et ce petit adjuvant qu'est le morceau de sucre. Ah oui, à la bolognaise. oui, l'adjuvant, évidemment, le sucre va, disons, contrarier l'acidité, mais ne va pas l'en empêcher. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que l'acide reste toujours là. Celui qui a des problèmes d'acidité à l'estomac, il va manger quelque chose de sucré, donc au goût, ce sera agréable, mais le pH sera toujours le même. Hein. Le sucre, il ne fait que masquer. C'est la raison pour laquelle, dans certaines limonades brunes qui contiennent du cola, vous avez un pH extraordinaire qui est quasiment celui du jus de citron, mais vous ne le ressentez pas, hein, parce qu'il y a du sucre dedans. D'accord, voilà. Merci. Donc, et en plus, maintenant, on essaye quand même de bannir de toute l'alimentation ce faux ami qu'est le sucre. On essaye d'aller vers une cuisine la plus exempte de sucre possible. D'ailleurs, les industriels commencent aussi à s'en rendre compte en disant, ou en inscrivant en tout cas, sans sucre ajouté, etc. Parce que le sucre commence à être pris pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un véritable ennemi. Donc dans ta recette, on n'en met pas ? Dans ma recette, on n'en met pas. Okay. Et j'ai été moi-même, en la consommant, étonné de sa douceur, de sa sucrosité, alors qu'il n'y avait pas le moindre gramme de sucre dedans. Donc maintenant, la technique quand même, parce que jusque-là, on a les produits, mais on n'a pas la technique. Alors, la question intéressante à me poser, c'est comment faut-il faire pour rissoler la viande ? Je vais donc y répondre. Comment faut-il faire pour rissoler la viande, Guy ? Eh bien, il faut la rissoler ni trop ni trop peu. Alors, ayant essayé la chose à de nombreuses reprises, je me suis rendu compte, parce qu'on se dit, tiens, en faisant rissoler la viande, on la colore et on produit des sucs, hein, et le fait que la viande devienne brune, elle a meilleur goût. Le seul problème, c'est que ça va de pair avec son assèchement. Donc, la technique, c'est de prendre un récipient de grande dimension au niveau de son étalement sur le feu. Donc, généralement, un wok, c'est quand même assez intéressant. On met son filet d'huile, on le fait chauffer, on ajoute la viande. Et puis, avec une cuillère en bois, éventuellement une fourchette, on triture la viande pour la défaire. Pourquoi ? Parce que quand on a de la viande hachée du commerce, on a un bloc.
Et il faut, dès le début, commencer à la désagréger en petits morceaux les plus petits possibles. Et puis, on mélange. Alors, ça prend un peu de temps au début, mais le fait de mélanger quasi en permanence, je n'ai pas dit en permanence, mais quasiment la moitié du temps, fait qu'on va mettre en contact avec la partie chauffante de l'ustensile, on va mettre en contact quasiment tous les petits granules de viande, de sorte que ça va être rissolé un peu partout. Si on ne mélangeait pas, qu'est-ce qui se passerait? Vous auriez le fond, je dirais, de votre amas de viande qui serait coloré, et vous auriez le dessus et le centre qui ne le seraient pas du tout. Et puis on se dirait, on fait une moyenne, c'est bon. Non. Ce qu'il faut, c'est que ce soit coloré quasiment partout, mais sans être desséché. Donc ça veut dire qu'on ne va pas essayer d'obtenir une coloration brune, on va rester dans une coloration, je dirais, blond doré, mais pour l'ensemble de la préparation. Alors c'est ce qui contrarie un petit peu, je dirais, les cuisiniers, c'est qu'il faut rester, je dirais, assidu à ce travail-là de mélange en permanence ou en quasi-permanence. Alors, il pourrait arriver qu'il manque un petit peu de matière grasse, c'est pas un problème, on rajoute un filet d'huile, de manière à ce que la viande ne soit jamais à sec et qu'elle ne risque pas de brûler. Et là, vous venez d'incorporer donc la viande au-dessus de l'huile d'olive, et on n'a pas loupé une étape avec l'ail et les oignons? Pas du tout. Ah, alors moi, je fais cette erreur alors. Pas du tout. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je retire la viande de l'ustensile, je la réserve sur le côté, et je fais légèrement colorer mes carottes, mes oignons et mon céleri. Donc je rajoute un peu de matière grasse s'il n'y en a pas suffisamment. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que le fait de colorer un petit peu les légumes leur donne davantage de goût. Mais quand je dis colorer, c'est vraiment très 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 léger, hein. C'est à peine une coloration, et c'est plutôt les faire revenir avec une coloration légèrement blonde, rien de plus. Donc, vous augmentez le goût des légumes. Donc, vous allez participer à un goût qui va être accru au niveau de la sauce. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les légumes avec la viande? Mais parce que la viande, comme protéine, ça commence à rissoler et à cuire à partir de 56 degrés. Or, les légumes, il faut 100 degrés. Donc, ils sont incompatibles. Si on veut les avoir légèrement colorés, vous ne les aurez pas si vous les laissez dans la viande. Donc moi, je préfère le faire à part. Et comme ça, je maîtrise à la fois le processus de coloration de la viande et je maîtrise également le processus de coloration des légumes. Je l'arrête quand je veux. Alors évidemment, lorsque les légumes sont légèrement colorés, je le rappelle, je remets la viande en même temps et à ce moment-là, j'ajoute mes aromates. Bon, je pourrais ajouter l'ail en même temps que les légumes, ce ne serait pas un problème. Ici, moi j'aime autant mettre l'ail après. Comme ça, on évite de lui donner un goût acre. J'ajoute un petit peu de thym, un petit peu de laurier, un petit peu de romarin si j'ai envie, un petit peu de marjolaine ou d'origan. Alors la marjolaine, c'est la variété cultivée de l'origan, donc c'est disons la même plante, mais cultivée ou pas. Et ça me paraît important au niveau de la sauce bolognaise, parce que ça donne vraiment une touche méditerranéenne. Un petit peu d'origan, il faut pas le louper, quoi. Si on en a, on le met. Pas de basilic, parce que ça, par contre, ça type un petit peu trop, sauf si on veut vraiment qu'il y ait du basilic, mais ça, je n'en mets pas. Et puis après, il faut faire un mouillement. Alors, le mouillement, c'est quoi? Ça va être la tomate. Alors, les tomates cerises, vous en mettez à peu près 200 grammes pour la quantité que je viens d'indiquer. Et les tomates cerises, vous les coupez en deux. Bien sûr, vous les lavez, évidemment, ça va de soi, mais vous les coupez en deux. Pour ne pas qu'elles restent entières et qu'il faille un certain temps avant qu'elles ne s'incorporent à la sauce. Vous les coupez en deux. Et puis, vous ajoutez donc votre coulis de tomate cuisinée dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, un point important, c'est selon... Il y a des recettes où on met du vin. Alors, il y a des recettes où on met du vin blanc, il y a des recettes où on met du vin rouge, et il y a même des recettes où on met du lait ou de la crème dans la sauce bolognaise. Alors, moi, personnellement, j'aime bien mettre un filet de vin rouge, parce que le vin rouge va encore accentuer la couleur de la sauce, puisque c'est une sauce brun-rougeâtre, donc mettre du vin blanc n'a pas beaucoup de sens, selon moi. Et vous mettez si vous souhaitez en mettre, vous mettez votre vin rouge, au moment où vous avez réuni vos carottes, vos oignons, votre céleri et votre viande, et avant de mettre la tomate. Pourquoi? Parce que le vin, c'est un peu acide. Et alors, j'amène la chose à ébullition de manière à faire réduire un petit peu le vin en même temps que le reste. Et c'est quand il n'y a presque plus de vin que j'ajoute à ce moment-là la tomate et les tomates cerises. Et dis-moi, les tomates, c'est dans quelle proportion? Les tomates, ici, pour cette quantité-là, je disais donc 200 bons grammes de tomates cerises. Mais si vous en mettez 300 grammes ou 400 grammes, c'est pas un problème. Vous allez régler, je dirais, l'humidité de la sauce en mettant plus ou moins de coulis de tomates. Et en fait, vous devez avoir le coulis de tomate qui doit, je dirais, être mélangé à la sauce et avoir quasiment la consistance que vous souhaitez. Et puis après, vous allez me dire, oui, mais bon, si je fais cuire ma sauce pendant 1 heure, ça va réduire, ça va être trop épais. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute tout simplement du fond. Alors, c'est une bonne suite de l'émission précédente où on a vu le jus de veau ou le fond brun.
Vous rajoutez du fond. Alors vous allez me dire, mais si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous rajoutez tout simplement un filet d'eau avec un cube d'extrait de viande, par exemple de l'extrait de bœuf, viande de bœuf. Ou bouillon de bœuf. Ou bien du bouillon de bœuf, donc extrait de viande de bœuf, donc du bouillon de bœuf. Ou bien alors éventuellement une petite cuillerée d'un produit dont j'ai déjà parlé, qui est du fond en pâte et qui est vraiment, je dirais... l'arme qui sauve tous les cuisiniers lorsqu'ils veulent faire une bonne sauce. Donc vous ajoutez ce goût de viande sous forme de fond en pâte, une cuillère à café ou 2 cuillères à café. Le plus important, c'est maintenant de laisser cuire. Alors, laisser cuire combien de temps? Moi, je laisse cuire généralement avec les ingrédients que je viens de citer et surtout le fait que le coulis soit, disons, très fortement cuisiné. Je laisse cuire maximum 1 heure. Donc tu as 1,5 kg de viande, 1,5 kg de légumes. 200 à 400 grammes de tomates en cerise, de tomates cerises. Et le coulis? Et puis après, l'équivalent de 2 boîtes d'à peu près 400 grammes de coulis. Alors, ça dépend. Si vous voulez une sauce qui soit très fluide, vous en mettez 3 boîtes. Si vous voulez une sauce qui reste plus, plus sèche, plus compacte, surtout si vous la congelez, à ce moment-là, vous en mettez un peu moins. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si je mets davantage de coulis de tomates, j'ai une sauce qui est plus tomatée. Si j'en mets moins, j'aurai une sauce qui sera moins tomatée. Alors, il y a de nouveau un petit truc, c'est que si vous savez que vous voulez garder une sauce qui soit plus sèche, mais qui contienne autant de tomates, vous rajoutez quoi? Le concentré. Un peu de concentré de tomate. Ah oui, je l'avais sur le bout de la langue. Voilà. Donc, on règle la chose comme ça, tout en sachant que si vous mettez du concentré de tomate, vous allez devoir faire cuire réellement la sauce pendant 1 heure, voire un peu plus, parce que le concentré de tomate est un peu âcre. Alors, un petit tour de cuisinier aussi. Vous avez des enfants qui viennent pour un anniversaire. Et ils veulent manger un spaghetti bolognaise. À la place du concentré de tomate, qu'est-ce qu'on met? Pour qu'ils aient quelque chose qui soit agréable, qui leur plaît. Du ketchup, oui. carrément. Parce que le ketchup, c'est quand même de la tomate, du sucre et du glucose. Bon, c'est pas très bon pour la santé d'un point de vue, c'est sucré. Je dirais objectif, mais là, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui plaît aux gosses. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il faut faire une sauce qui plaise aux gosses et toujours les garder dans ce concept de goût sucré? Ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si on me demande mon avis, je dirais, autant les habituer à manger progressivement un peu plus âgre, un peu plus adulte. Mais si on veut vraiment qu'ils aient du plaisir, on met 2 ou 3 cuillères à potage de ketchup dans la sauce et on a quelque chose qui passe beaucoup mieux. Donc, une fois que tu as mis ton coulis de tomate, tu laisses cuire, tu dis 1 heure. À peu près 1 heure, oui. Et après? En surveillant, attention. Oui. Non seulement en surveillant, mais en mélangeant de temps en temps, parce que c'est une sauce qui a la fâcheuse mauvaise idée de coller. Donc, on fait cuire à feu doux, et si possible dans un récipient qui n'attache pas. Donc, on connaît ces récipients, on sait lesquels attachent, lesquels n'attachent pas, on sait lesquels sont les meilleurs. Alors, il y a encore un autre truc que je peux vous donner. Où est-ce qu'on pourrait cuire sa casserole de sauce bolognaise autrement que sur le fourneau? Bon, j'ai dit évidemment, on utilise un wok, là on ne pourra pas utiliser un wok. Au four? Au four. Ah oui. On cuit sa viande, on cuit donc couvert au four. À quelle température? Du moment que le four est à 120 degrés, c'est-à-dire qu'il dépasse les 100 degrés, il faut qu'il les dépasse quand même. Vous pourrez mettre 130, 140, voire 150, mais au four et à couvert. Donc, ça va encore, je dirais, cuire mieux. C'est-à-dire que ça va cuire non seulement par le bas, mais par les côtés, voire même par le haut. Donc, ça va cuire par tous les côtés, ce qui ne vous empêche pas, je dirais quand même, sur l'heure d'ouvrir le four 2 fois et de mélanger. Mais en principe, on pourrait quasiment ne pas mélanger, puisqu'il n'y a pas de risque d'attachement ni de brûlure. Une bolognaise rôtie. Une bolognaise rôtie. Je ne sais pas si ce sera très bon, mais en tout cas, la cuisson au four est une cuisson qu'on oublie généralement pour toute une série de plats, et qui est, je dirais, judicieuse, parce qu'elle fait que ça ne colle pas, que ça ne brûle pas, et que ça cuit quand même très bien. C'est un peu plus long et on n'a pas de regard dessus. Mais un immédiat. peu plus long, je ne suis même pas sûr que ce soit plus long, parce que la sauce va être... La sauce ne sait quand même pas aller au-delà du point d'ébullition, 100 degrés. Elle ne sait pas aller à 120, 130 ou 140. Or, au four, elle est dans un environnement à 130 ou 140 degrés, voire même qu'à 120. Vous l'avez prise sur le fourneau, elle bloblotait, comme on dit, donc elle était, entre guillemets, à ébullition. Mais elle va garder sa température de 100 degrés au four sans aucun problème, donc elle va continuer à cuire. Elle risque de réduire, parce que... Non, parce que vous allez mettre avec un couvercle, donc elle ne réduira pas. Parce que si je mets avec le couvercle sur le feu, le réchaud, le couvercle est plus froid, donc la vapeur qui s'évapore condense sur le couvercle, il retombe dans la sauce. Mais ce sera le même. Dans le four, c'est chaud. Dans le four, tout est à 120 degrés, donc la vapeur reste vapeur. Bien sûr, mais seulement comme la chaleur est beaucoup plus douce. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on cuit sur une plaque, on provoque, je dirais, une formation de vapeur qui s'échappe.
parce que la chaleur est puissante. Oui. Tandis que quand on cuit au four, c'est une chaleur douce, puisque le contact n'est plus un contact physique d'une plaque, du fond de la casserole sur une plaque, c'est simplement de l'air. Et l'air a un pouvoir calorifique qui est beaucoup moindre. Donc finalement, l'air, il ne va faire qu'une chose dans le four, il va continuer à maintenir et à garder la température de cuisson. Mais il ne va pas, il ne va pas amener votre sauce à ébullition dans le four. Elle va rester, en permanence à 98 degrés et elle va cuire. Donc la chaleur au four est beaucoup plus douce, même si vous avez un four à air pulsé. Donc 1 heure au four, pareil? 1 heure au four, pareil, vous la sortez, mais vous mélangez quand même toutes les 20 minutes au moins une fois pour que ce qui est au centre aille sur les côtés et ce qui est au-dessus aille en dessous. Et puis après, il y a quand même un élément important, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est l'assaisonnement. Quand est-ce qu'on met l'assaisonnement? Alors, il y a deux possibilités. Une sauce, on m'a toujours dit que c'était à la fin. Oui, mais seulement, si vous prenez une viande qui n'est pas du tout assaisonnée, vous avez beau saler à la fin, c'est comme quand on prend du pain sans sel et qu'on rajoute du sel au-dessus. À la fin. Oui. Ça, ce n'est pas bon. Non. Donc, en règle générale, les viandes hachées, porc, bœuf, sont déjà assaisonnées. Mais vous avez intérêt à demander à votre boucher, est-ce que la viande a été assaisonnée ou pas? Il va vous le dire. Hein. Si elle est déjà assaisonnée, vous ne faites que rajouter un tout petit peu de sel au moment où vous rissolez la viande. Si maintenant elle n'est pas assaisonnée, là vous avez vraiment intérêt à assaisonner la viande au moment où vous rissolez la viande, sinon votre sauce ne sera pas bonne. Alors bon, elle a déjà été présalée, vous la goûtez, vous saurez tout de suite dire, tiens, la sauce est un peu trop acide, je la recuis encore pendant un quart d'heure ou 20 minutes, soit la sauce me convient, elle a la bonne consistance, elle n'a pas la bonne consistance, imaginons qu'elle soit trop sèche par rapport à ce que vous attendez, vous rajoutez tout simplement un petit peu de fond liquide ou un peu d'eau. La sauce n'est pas assez réduite, vous la remettez sur le feu, vous la faites réduire pendant 10 minutes et vous allez amener à la bonne consistance. Petite remarque, pas compliquée du tout, vous voulez maintenant congeler votre sauce. Or, il est toujours dit qu'on ne peut pas mettre un élément qui est chaud, qui est brûlant, dans un congélateur, dans un surgélateur. Ce n'est pas bon pour le surgélateur, en tout cas. Ce n'est pas bon. Avant. Voilà, et ce n'est pas bon pour les produits qui vont jouxter le produit brûlant que vous mettez. Donc, vous faites des portions petites, ça c'est important. Quitte à ce que vous en retiriez 2 ou 3 ultérieurement pour une même préparation. Mais vous faites des portions petites, dans des boîtes qui ferment hermétiquement, et vous mettez ces boîtes dans votre évier avec de l'eau froide. Mais pour une personne, je dois compter à peu près combien de grammes? Ici, il va falloir compter à peu près, pas loin de 200 grammes. Par personne? Oui, alors dans les 200 grammes, puisqu'il y a à peu près, un tiers de viande, un tiers de légumes et un tiers de tomates, vous allez avoir entre 50 et 60, 65 grammes. Mais je vais même vous dire que 200 grammes, c'est beaucoup. Hein. Entre 150 et 200 grammes, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que généralement, quand on consomme des pâtes bolognaises, on rajoute encore du fromage. Ah oui. Donc moi, je dirais qu'une boîte de 250 à 300 grammes est suffisante pour au minimum 2 personnes, si pas plus. Que vous rajoutez facilement 40-50 grammes de fromage râpé ou de parmesan. Hein. Dis-moi, Guy, et est-ce qu'on peut laisser la casserole refroidir avant de portionner? Alors, je vais vous dire que non, pour une raison toute simple. C'est que ça va... non. Ça dépend si la quantité est grande ou pas. Mais ici, c'est quand même une quantité qui est déjà importante. Il va vous falloir très, 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 très longtemps pour que la sauce refroidisse. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous allez dire, je vais mettre un couvercle. D'accord. Or, le problème, c'est que le couvercle va favoriser la condensation. Et que les microbes, ils se développent quand ils ont à la fois de l'humidité, une température agréable, des protéines à disposition, des sels minéraux et des sucres. Et dans la bolognaise, qu'est-ce qu'il y a? Le rêve. C'est le rêve. C'est le Club Med pour les bactéries. Alors, on peut dire éventuellement que le produit n'a pas été ensemencé. On est d'accord. Hein? Oui. Mais s'il y a des bactéries qui sont tombées, parce que quand vous ouvrez la casserole, vous ouvrez le couvercle, si la température le permet, les bactéries qui sont dans l'air et qui sont sur les poussières vont tomber dans votre sauce. Et au moment où la sauce sera à la bonne température, c'est-à-dire un peu en dessous de 65 degrés, température toujours trop élevée pour être mise au congélateur, les bactéries vont avoir tout ce que je viens de dire à disposition, donc elles vont être au Club Med. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, il vaut mieux portionner, mettre dans des récipients hermétiques, on pourrait même éventuellement mettre dans des pochettes sous vide, hein. C'est encore plus facile. À ce moment-là, on met dans un évier avec de l'eau bien froide qu'on laisse légèrement couler. Et en un quart d'heure, votre sauce est à température ambiante de l'eau qui coule, donc une douzaine de degrés. À ce moment-là, vous congelez comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Et encore un autre petit truc, puisqu'on y a donné des trucs. Hein. Vous savez que quand on ajoute dans un mélange qui contient de la glace et de l'eau, qu'on ajoute du sel, du gros sel, et qu'on le fait fondre, vous faites une chute de température extraordinaire. On descend jusqu'à peu près moins 20 degrés.
Donc vous allez avoir une saumure, donc votre évier avec un liquide qui est à moins 20 degrés, dans lequel vous allez mettre des boîtes à refroidir. Autant vous dire que ça va aller vite pour refroidir. On n'est plus à de l'eau qui est à 12 degrés, on est à de l'eau qui est à entre moins 15 et moins 20. D'autant que le pouvoir de refroidissement de l'eau est 20 fois... Et 20 à 25 fois plus important que celui de l'air. Donc vous avez immergé sur au moins 5 côtés de votre boîte, vous avez immergé la boîte dans de l'eau, et vous avez un liquide qui est à moins 15, moins 16, moins 17 degrés selon la quantité de sel que vous allez ajouter. C'est extraordinaire, ça va aller très très vite évidemment. Mais dis-moi, cette sauce, il ne faut pas la faire mijoter. C'est juste cuire. Et la mijoter pendant 1 heure. C'est cuire 1 heure, c'est tout. Mais du fait qu'on met des tomates qui sont déjà cuisinées, la viande, elle est cuite, puisque la viande, elle a été coupée, elle a été hachée, donc elle est en menus morceaux, elle est cuite. La viande, rien que le fait de la rissoler, elle est déjà cuite. On est d'accord. Le problème, quand on disait, oui, mais il faut cuire une sauce bolognaise pendant 3 heures, c'est qu'on ajoutait des tomates pelées. Des tomates pelées qui sont acides, qui étaient entières, qu'il fallait qu'ils se défassent. Alors on a dit, on va ajouter des tomates cubetti, qui sont déjà coupées en petits cubes, ça ira plus vite. Mais elles sont toujours aussi acides. Or ici, on ajoute, par le fait qu'on ajoute un coulis qui est déjà cuisiné, et qui pourrait quasiment être utilisé tel quel, il n'y a plus besoin, je dirais, de faire cuire longuement. C'est juste parce qu'il y a des tomates cerises et qu'il faut bien sûr amalgamer le tout ensemble, qu'on va se dire qu'1 heure, c'est bien, quoi. Parce que je me souviens, ma maman qui cuisinait des grandes marmites de 15 litres elle faisait cuire ou ça 20 longtemps, litres de bolognaise, et elle faisait cuire ça pendant 16 heures. Ah ben oui. Parce que c'est presque comme un fond. Et parce qu'il y avait aussi l'effet de la quantité qui justifie que ce qui est au milieu de la casserole ne cuit pas aussi bien que ce qui est en contact avec le fond de la casserole. Mais ici, on parle d'une quantité beaucoup plus raisonnable, on parle d'une quantité ménagère et non professionnelle. Donc vous allez avoir à peu près ici l'équivalent de 4,5 litres, 5 litres de sauce. Pour les proportions que j'ai données, c'est à peu près ce que vous allez avoir. Et donc tu rectifies l'assaisonnement. Alors, donc il faut bien sûr saler au départ, et puis vous rectifiez l'assaisonnement du sel, du poivre. Éventuellement, ce que j'ai fait, c'est ajouter un petit peu de piment, sous forme soit de piment d'Espelette, sous forme de piment de Cayenne, ou éventuellement sous forme de harissa, si vous aimez quelque chose d'un peu relevé. Ok. Moi, j'avais une petite question parce que vous donnez souvent dans votre podcast des petits trucs et j'en souhaiterais un. Quand je congèle de la bolognaise, généralement, le principe pour moi, c'est de me dire en dernière minute, zut, il n'y a rien dans le frigo, on va vite faire quelque chose. Et décongeler une bolognaise, ça prend du temps. Quel est votre petit truc pour que ça aille plus vite? C'est clair, c'est le micro-ondes. C'est le micro-ondes. Alors, bon, si on s'y prend au dernier moment, c'est ça. Si maintenant on planifie un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever, par exemple, la veille du jour où on envisage de la manger. Vous allez en plus faire des économies au niveau de votre réfrigérateur, puisque tu le mets dans le frigo. Dans le frigo, le froid qui était accumulé par le bloc de bolognaise va donner ses frigories, si je peux dire, au restant du réfrigérateur. Donc vous allez encore empêcher que le moteur ne tourne aussi souvent. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, ce que je vais vous donner, parce que ça a été réalisé et je l'ai consommé il y a pas très longtemps, c'est la manière de faire des lasagnes à partir de cette sauce bolognaise et de faire une lasagne de derrière les fagots. Alors, il y a des gens qui font des lasagnes en ne mettant que de la pâte à lasagne et en mettant de la sauce bolognaise. Ah non, il faut... moi il faut de la béchamel aussi. Il faut de la béchamel. Oui. Alors, l'idéal, c'est d'acheter du beau jambon, enfin du jambon en tout cas, du jambon cuit, du jambon d'épaule ou bien du beau jambon si on veut mettre les moyens. Et alors, on fait comme ça une couche où on met de la béchamel. Donc, je rappelle, la béchamel, c'est une sauce blanche alisée à partir de lait qu'on va crémer, qu'on va assaisonner de sel, poivre et un petit peu de noix de muscade. Des champignons, champignons cuits, genre champignons de Paris. Si on est pressé, on met des champignons en boîte. Sinon, on fait étuver des champignons dans un peu de beurre. Donc, une couche avec pâte, ensuite béchamel, champignons, jambon. Une couche de pâte, la bolognaise, une couche de pâte, béchamel, champignons, jambon. Et on s'arrange pour terminer le dessus du moule avec la béchamel sans les champignons. Et là, on agrémente avec du fromage. Alors, plusieurs possibilités. Soit on met du fromage râpé, genre gruyère, comté, emmental, etc. Mais on peut également mettre du fromage en tranches. Et c'est une expérience à faire. Mettre du fromage, genre, par exemple, fontina, qui est un fromage italien qui, comme son nom l'indique, va fondre. Et on le coupe un peu, ou bien même du fromage à raclette à la limite. Donc on parsème, enfin parsemer n'est pas le terme, on tapisse le dessus de la dernière couche de bolognaise qui ne doit pas être trop épaisse, trop importante. On tapisse avec un fromage qui va fondre et qui va gratiner. Vous réchauffez votre lasagne au four, et si ce n'est pas suffisamment coloré, vous mettez un petit peu le grill, et puis vous allez avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et une mozzarella di bufala, par exemple, aussi bien sûr, coupé en tranches, tout à fait.
Ou bien éventuellement moulu, mais coupé en tranches, pourquoi pas. À table, non? À table, là, voilà. Si ça vous donne pas Je faim. dirais bientôt. Bouclé. Je vais dire bientôt à table, mais bon, voilà. Bientôt Oui. à table, ce n'est pas chez nous, comme on dit. Non, mais la bolognaise, c'est vrai que c'est la reine des cuisines de dernière minute. Hein, Oui, qu'on a ça au tout à fait. congélateur. Mais quand on en fait, moi je dis toujours, il faut profiter des opportunités. Vous avez une action commerciale dans votre magasin où on vous dit 1 kilo de viande plus 500 grammes gratuit, ben ce jour-là, vous achetez de la viande et vous faites votre réserve de bolognaise, quitte à la faire sur 2 jours, hein, et vous mettez ça dans des récipients. Toujours prendre des petits récipients, parce que dégeler, je veux dire, 1 kilo de bolognaise, ça prend du temps. Dégeler 4 fois 250 grammes au micro-ondes, c'est génial. Ou dans son évier avec de l'eau chaude. Ouais, on se dit avec de l'eau chaude, évidemment, mais malgré tout, le micro-ondes, c'est quand même pratique et ça Oui. marche bien. Hein, ça marche bien. Eh ben, j'espère que vous me ferez le plaisir et l'honneur, dans un prochain podcast, de parler de la cuisine au micro-ondes. Pourquoi pas? Oui. Ça, ce serait intéressant. Justement, j'avais encore une question. Ces légumes-là, est-ce qu'on peut en rajouter d'autres ou bien c'est vraiment, il faut s'en tenir qu'à ceux-là? Alors, on peut bien sûr, puisque la cuisine permet presque toutes les audaces, hein, on peut rajouter certains légumes. Par exemple, un légume méditerranéen, plusieurs légumes méditerranéens qu'on peut rajouter sans aucun problème, ce sont les poivrons. Ah oui. Hein, les poivrons coupés en petits dés. Et alors, le fenouil coupé en petits dés également. Ça, il n'y a aucun problème, vous rajoutez ça. Et puis, autre variante qui sera plutôt là de l'ordre du service, c'est qu'au moment où vous faites votre spaghetti bolognaise, vous pouvez sauter des champignons. Mais on ne va pas mettre ici des champignons blancs de Paris, donc des champignons de couche. Je suis un petit peu séduit actuellement par des champignons qui viennent malheureusement par avion de Chine, mais ce sont les shimeji. Et alors, si vous allez voir sur Internet, vous verrez, ça ressemble un petit peu à des armillères. Donc, ce sont des champignons qui ont une très longue petite tigette, là, et qui ont une petite boule au-dessus. Et alors, ils se cuisent extrêmement rapidement. Il suffit d'un peu de beurre dans une poêle, on les fait revenir pendant 2-3 minutes. Vous dressez vos spaghettis, vous ajoutez votre sauce bolognaise au centre, vous parsemez avec les champignons autour, là où il n'y a pas de sauce bolognaise, et puis vous mettez un beau bouquet de fromage râpé au-dessus de vos spaghettis. Là, vous avez un plat qui tient à la route, vous n'aurez plus faim après ça. Hein. Mais que demande le peuple, voyons. Bah, il y a plus grand-chose à dire. Après tout. Peut-être saluer les gens. Bon, le livre dont tu avais parlé au début de l'émission, c'était Oui. Alors, la sauce bolognaise n'existe pas. par Alors, l'auteur, c'était aux éditions Marabout, si je ne m'abuse. Arthur Lequesne. Voilà. Arthur Le espace CAISNE. Qui a déjà commis d'autres ouvrages et qui Édition est Marabout. extrêmement intéressant. Que tu connais. Ben, j'ai acheté l'autre livre, en tout cas, oui. Ah oui. Ok. Donc, mais tu as apprécié. Ah, j'ai bien aimé, Donc c'est un garçon excessivement capable comme on dit. et très recommandable. Voilà. Bon, mais merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps et ces explications, Guy. Merci Alexandre pour nous avoir donné l'accès à ce magnifique studio dans lequel on C'est moi qui vous enregistre. remercie. Pouvoir, c'est un petit peu comme si j'avais l'occasion d'écouter de temps en temps une chanteuse ou un chanteur que j'aime bien. Pour l'instant, c'est comme si j'avais fait un concert avec ce chanteur ou cette chanteuse. J'ai participé à votre podcast. C'est un plaisir d'être en immersion avec vous. Est-ce que Guy est mieux en réalité qu'il l'est dans le podcast? Ah, les deux versions sont bien, mais c'est vrai que la sympathie du personnage de Guy mériterait d'être mise du moins en avant, soit par photo, soit par vidéo, hein, un podcast filmé, mais Guy ne veut pas. Donc Guy préserve son anonymat et on va le respecter. Ça donne un petit peu comme le groupe de musique, je ne sais pas si vous le connaissez, les Daft Punk qui apparaissent tout le temps masqués. Le Daft Punk du voilà, c'est le podcast. Daft Punk de la cuisine. Bon, tant que je ne suis pas obligé de venir avec un casque, avec une visière noire, tout va bien. C'est comme ça, vous pouvez continuer à faire vos courses dans les supermarchés Oui, sans qu'on vous harcèle. C'est clair que si j'allais comme ça faire mes courses en ayant la popularité que le podcast a, Non. je ne pourrais pas faire 5 mètres sans être Marc arrêté. a dû migrer à Londres. Bah oui, voilà. Exprès. Oui, là au moins on me reconnaît pas. Et donc, voilà, donc le J'allais son dire du- surtout dans le trou, il est allé s'installer, mais bon, ce serait mauvais, ce serait mal. Hein. Oui. Surtout que c'est pas un trou. C'est un Et c'est très beau chez village. les érudits, hein, près de Ah. Cambridge. Oui, tout Oui. à fait. C'est un Tout à très fait, beau un village. grand haut lieu comment dire, Du savoir. haut lieu intellectuel, Au lieu du voilà, savoir. mondial. Et puis bon, ça me permet d'avoir des enfants bilingues en même temps. Et donc là, j'en profite que je suis de passage à Bruxelles pour qu'ils pratiquent leur français avec les autres membres de la famille. Et puis bon, c'est un grand plaisir d'être reçu dans les studios de la radio DH Radio. DH Radio, oui. Pardon, qui a un très beau matériel dont je suis très jaloux avec des magnifiques micros. Et
Voilà, cet épisode arrive à son terme. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que on est un petit podcast indépendant et qu'on vit sur nos propres fonds parce que ça demande des moyens, tout ça. Ça demande l'hébergement, ça demande du montage, ça demande de l'équipement, ça demande du temps. Et ceux qui veulent nous soutenir, ils sont bienvenus de le faire. Comme ça, ça nous permet de perdurer un peu plus longtemps. Et ça peut se faire à travers la page Tipeee. Et puis, j'ai publié sur le blog de parlercuisine.com, notre site sur lequel vous pouvez aller retrouver toutes les notes de cet épisode. Il y a un article qui explique tout en détail, toutes les différentes façons dont vous pouvez nous soutenir sans bourse déliée ou sans dépenser un franc de plus, un centime de plus. Je ne dirais même pas un centime de plus parce que, à ma grande surprise, quand je suis revenu en Belgique, on m'a dit on ne peut plus payer avec les pièces d'un centime. On les prend plus. On les rend plus. Voilà. Donc on doit se passer des pièces d'un centime et 2 centimes d'euros. Voilà. Mais il y a tout fou le camp, hein. Oui. Enfin bon. Et donc, on a rendu aux 5 centimes. Donc, sans débourser 5 centimes de trop. Voilà. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si vous avez apprécié la recette de Guy, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes. Et si vous avez fait si vous l'avez préparé chez vous, faites une photo avec votre téléphone et allez la mettre sur le groupe ou la page Facebook. Ça nous fera plaisir. On aime bien quand les gens testent les recettes. En tout cas, tous ceux qui l'ont fait nous disent c'est génial. Ou alors la poster sur Instagram et vous taguer. Oui, le hashtag Parler Cuisine. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt.